Histoire de famille avec Geneviève Brisac, Christophe Honoré et Elisa Chua du Sapin. Alors quelques mots de présentation. Geneviève Brisac, vous êtes auteure. On peut citer Petite, paru chez l'Olivier en 94, ou plus récemment Vie de ma voisine, publié chez Grasset en 2017. Vous avez aussi été éditrice de nombreuses années à l'École des loisirs. Vous avez travaillé avec un certain Christophe Honoré sur un scénario, Non, ma fille, tu n'iras pas danser, c'était en 2009. Et donc votre dernier roman est paru cette année, Le chagrin d'aimer, qui évoque votre mère, une figure éminemment romanesque dont on va reparler. Elisa Chua du Sapin, vous êtes romancière, née d'un père français et d'une mère sud-coréenne. Votre premier roman avait été très remarqué, publié aux éditions Zoé, c'était en 2016, Hiver à Sokcho. Et vous avez publié votre deuxième roman cette année, Les billes du pachinko, toujours chez Zoé. Roman dans lequel on suit le personnage de Claire qui va partir au Japon dans le but d'accompagner ses grands-parents qui sont installés là-bas, de les accompagner dans leur Corée du Sud natale qu'ils ont quitté. Christophe Honoré, vous êtes cinéaste, metteur en scène aussi pour le théâtre et l'opéra, et vous êtes aussi écrivain, vous avez même, je crois, commencé par là. Je citerai votre premier livre pour enfants paru aux éditions de l'École des loisirs dont on parlait, Tout contre Léo, publié en 95. Et après une douzaine d'années, je crois, consacrées à ces autres arts, vous êtes retourné à la littérature l'année dernière avec Ton père, paru au Mercure de France, où vous évoquez, alors il y a écrit roman, mais je crois que c'est quand même de vous dont il s'agit, votre vie de père homosexuel et tout ce qui est bouleversé en vous quand, sur votre porte, vous trouvez un jour punaisé un propos homophobe, guerre et paix, contre-pétrie douteuse, guerre et paix, père et gay, voilà le sujet. Alors cette rencontre s'intitule Histoire de famille. C'est une expression qu'on emploie parfois pour couper court. On dit c'est des histoires de famille, et puis on n'en parle plus. Donc là, ça va être l'inverse. On va en parler. Je voulais d'abord vous interroger tous les trois sur la réception de vos livres. Je voulais commencer avec vous, Geneviève Brisac, et par une allusion cinématographique. J'ai repensé à un film d'Almodovar dont le titre pourrait convenir à beaucoup de livres, je crois, Tout sur ma mère. Un film très, très romanesque, avec des personnages hauts en couleur et avec des histoires de famille pas du tout conventionnelles. Et pourtant, c'est un film qui nous touche, je crois, beaucoup, quelles que soient nos différences avec les situations évoquées. Est-ce que les lecteurs vous ont renvoyé ça, cette idée que le chagrin d'aimer, c'est, alors peut-être pas tout sur leur mère, mais un peu sur leur mère aussi, à travers la vôtre ? Merci. Oui, là, ça marche. Bonjour à vous qui nous avez suivis dans cette salle numéro 2 du cinéma de Chaumont. Je suis très contente d'être là. Je suis venue souvent à Chaumont et ça me fait plaisir de revenir. Donc oui, est-ce que certainement, avoir une mère est la chose du monde la mieux partagée, ça c'est certain. Et donc, et quand on lit un livre, si ce livre vous en laisse l'espace, il est certain que chaque lectrice et chaque lecteur, en lisant, projette des affects ou fait des comparaisons, ou invente le personnage qu'on est en train de décrire. Moi, je pensais plutôt que jamais je n'écrirais de livre sur ma mère, et d'ailleurs, je l'ai juré de nombreuses fois. Et puis, 10 ans après sa disparition, ça s'est imposé. On y reviendra peut-être. Alors, qu'est-ce que les gens... Enfin, il y a deux sortes de gens. Il y a les gens qui disent « ta mère, elle était vraiment très sympa », et il y a les gens qui disent « ta mère, elle était vraiment affreuse ». Alors, évidemment, dans les deux cas, et comme j'ai l'esprit de contradiction, je dis en fait, elle n'était pas tellement sympa,
Et par ailleurs, enfin avec les autres, oui, avec moi moins. Et par ailleurs, elle n'était pas si affreuse non plus. Mais c'est l'épaisseur d'un personnage de rendre possible toutes sortes d'interprétations. Et donc ça veut dire qu'elle est assez vivante dans le livre. Et voilà, je m'en réjouis. Et est-ce que c'était pas vraiment ça votre question, mais un petit peu. Si, c'est ça, la façon dont finalement on se réapproprie un peu une histoire et une figure, même si voilà, ça ne ressemble pas tout à fait aux personnages, aux personnes qu'on a pu connaître dans notre famille. Quoi. Même le propre de la littérature. Voilà, il y a quelque chose de familier qui étranger et familier. Voilà. En ce moment, je relis l'œuvre de Ludmila Ulyskaya, qui est une écrivaine russe que beaucoup d'entre vous connaissent sûrement, que j'aime énormément. Donc elle décrit toutes sortes. Son objet, c'est vraiment de décrire des personnages dont je soupçonne qu'en général, ils ne sont pas si inventés que ça. Et les personnages, ils ressemblent à des gens qu'on connaît et à des gens qu'on ne connaît pas tout le temps. Et leur caractéristique, c'est que c'est des personnages, ils bougent, ils sont vivants, et on découvre à travers eux des choses sur soi, quoi, finalement. On fait tout le temps ça quand on lit. Alors, Christophe Honoré, c'est un peu la même question. Le personnage principal de votre roman, c'est un père homosexuel, c'est un personnage qui n'est pas encore, je pense, très représenté dans la littérature. Et cette singularité, il me semble qu'elle est redoublée aussi par ce que vous nous racontez dans le livre, c'est-à-dire que vous ferraillez avec la question de la norme hétérosexuelle d'avoir un enfant. Donc ce livre et l'expérience que vous racontez est doublement précieuse. Comment le livre a été reçu depuis qu'il a été publié? Est-ce que les gens s'y retrouvent? Quelle réaction vous avez? Mais en fait, c'est pas du tout pour éviter votre question, mais en fait, moi, je crois que j'ai jamais de réaction des gens. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'à un moment, on se met dans un endroit où des gens viennent vous dire, voilà ce que j'ai pensé de votre film, de votre livre, de votre pièce. La question des retours, en fait, alors évidemment, il y a les proches, enfin, ou les gens à qui on envoie des livres, etc. Et moi, je sais pas ce que je disais là, mais il y a comme ça une espèce j'allais dire, de lectorat très proche, très intime, où il y a souvent des échanges. Mais finalement, je mentirais si je disais, moi, si je savais comment ce livre était perçu par des lecteurs, en fait. J'ai pas ce sentiment-là, peut-être aussi parce que je m'en protège, ou sur ce livre-là, j'ai pas justement permis tellement d'échanges, parce que j'avais pas l'impression que c'était non plus un témoignage. Enfin, vous voyez, je me sentais pas délégué de classe de la cause homoparentale, etc. Mais je sais pas. Pour tout vous dire, la seule personne dont j'avais vraiment peur de la réaction, c'est que quelqu'un repunaise quelque chose sans rapport. Vous voyez ce que je veux dire? Je me suis dit, la personne qui a fait ça, à un moment, il va... Parce que ce point de départ est réel. Donc ça veut dire qu'il sait où j'habite, et que donc il sait à peu près qui je suis. Donc s'il lit un peu 2-3 journaux, peut-être qu'il va savoir que j'ai fait un livre là-dessus. Et donc c'était la seule réaction que je craignais un peu. Mais sur les autres, je peux pas vraiment dire que je... Et de la part de votre éditrice, par exemple, est-ce que ça fait partie des discussions, sa première lecture, est-ce qu'elle remarquait quelque chose justement de cet ordre-là? Je crois qu'aussi que ça vient du caractère un peu particulier de cette collection qui s'appelle Traits et Portraits, et donc où c'est Colette Fellouz qui propose à des écrivains, à des artistes de faire un autoportrait d'eux. Donc c'est toujours un peu embarrassant quand on vous propose de faire un autoportrait. En général, vous dites non, enfin vous n'avez pas spécialement envie de vous regarder, et encore moins de donner à lire ce que vous voyez. Et puis en même temps, cette idée, justement, je me suis dit que la seule chose qui pouvait peut-être être intéressant à interroger, c'était cette figure de père homosexuel. Voilà, qu'est-ce que ça a construit chez moi, et comment cette figure-là socialement existe un peu, et voilà. Mais
Mais non, la question des lecteurs, c'est compliqué de dire ça en plus dans une rencontre où il y a des lecteurs, etc. Parce que du coup, ça fait un peu mesquin. Mais je crois qu'en fait, enfin, non, ou alors c'est moi, mais j'ai l'impression de jamais entendre un spectateur ou un lecteur me dire des choses. Geneviève, vous avez Personne quelque chose ne à dit dire. rien. Comment? Personne ne nous dit rien. Non, mais, là, je peux faire un commentaire. Moi, j'ai réagi au livre de Christophe quand je lui ai écrit après l'avoir lu. Et ce qui me frappait beaucoup, j'avais tout le temps dans la tête une phrase que Leonard Woolf dit à Virginia Woolf en 1937, je crois. Et il lui dit, on dirait qu'après les années folles, après des années de libération, de création, d'invention, de Bloomsbury, il lui dit, on dirait que les choses ont mal tourné. Et je me souviens très bien que quand on a commencé à en parler avec Christophe, il disait qu'il n'avait pas pris conscience d'un changement d'époque, et alors la journée est bien choisie pour en parler, que quelque chose avait changé, parce que une des premières fois où on a parlé avec Christophe il y a assez longtemps, donc en 95, par là, ou avant d'ailleurs, je me souviens très bien d'une discussion dans un café où il me disait, moi, je veux avoir un enfant. C'était bien longtemps avant que toutes ces questions soient tellement sur le tapis. Et c'était une évidence. Et Christophe est un homme extrêmement optimiste, énergique et déterminé. Et puis à un moment donné, et moi je suis assez énergique, optimiste et déterminé aussi, à un moment donné, il a découvert, et d'ailleurs moi j'ai fait un peu le même genre de découverte, que des choses qui semblaient évidentes, des changements qui semblaient acquis, une place dans le monde qui semblait pas problématique, devenait beaucoup plus fragile, beaucoup plus inquiétante, beaucoup plus problématique. Et ce livre, une des forces, une des nécessités de ce livre, c'est qu'il parle justement de ce risque qui n'était pas du tout évident. Et je crois que c'est ça c'est ça qui a été la réception, en fait. Alors on va continuer à en parler. Elisa, alors je voulais reparler avec vous des personnages masculins de votre livre qui sont assez taiseux mais bien présents. Il y a le père de Claire qui est en Suisse, qui est en pleine tournée puisqu'il est organiste et qui lui envoie des musiques, mais il n'y a pas vraiment de discussion quand elle se trouve au Japon. Et puis il y a son grand-père. Et j'ai pensé à un autre grand-père dans un autre livre, un autre grand-père taiseux, dans un livre de Yakuta Likavazovic. Et elle racontait que dans son livre, elle ne précise pas l'origine de ce grand-père. On sait qu'il vit en France, mais qu'il vient d'ailleurs. Et elle a eu beaucoup de réactions de lecteurs où chacun donnait une origine différente à ce grand-père. Et ça changeait à chaque fois. Même moi aussi, je lui ai donné une nationalité et on m'a dit « Ah bah oui, mais alors il y a des lecteurs qui lui en donnent une autre ». Est-ce que c'était un peu le pari aussi au moment d'écrire ce livre pour vous ? C'est-à-dire qu'une histoire spécifique par sa géographie, son histoire, pouvait toucher au-delà de ce contexte-là ? Vous y avez pensé en écrivant ? Non seulement j'y ai pensé, mais ça m'a surtout obsédée dans le sens où, en fait, j'ai l'impression que le livre, en l'état, raconte peut-être un sentiment d'étrangeté très fort au sein même d'une famille. Mais en fait, les personnages me demeurent, à moi-même en tant qu'auteur, complètement étrangers, parce que j'ai eu la première impulsion d'écriture de ce roman il y a plusieurs années, il y a 6 ans maintenant, en voyant autour de la figure d'une femme sandwich, une femme qui fait de la publicité au Japon, et qui m'a donné envie de parler de cette diaspora coréenne au Japon. La seule chose que je savais à ce moment-là, c'est que les personnages devaient être coréens et japonais, que l'intrigue se passerait à Tokyo. Et j'avais une idée très politique, très historique sur la manière d'aborder le sujet. Et je me rendais compte au fur et à mesure que j'avançais dans l'écriture que j'en étais pas capable, en fait. Ou en tout cas, je me sentais très très mal à l'aise et je pense que ça venait avant tout du conflit d'intérêts que je ressentais en moi-même en tant que moitié coréenne au Japon, en tant qu'individu
a de l'affection pour les deux pays, mais qui porte aussi le poids d'une histoire qui a du mal à avancer vraiment au niveau voilà, des relations internationales, et qui se répercute au niveau familial, en tout cas dans ma famille, ça c'est certain. Et j'avais du coup l'impression vraiment de me débattre contre ma propre écriture qui me menait ailleurs, vers une voix beaucoup plus intime, plus proche de la mienne en fait, et vers un récit beaucoup plus familial justement. Mais je crois qu'au début, c'était vraiment pas ce que je voulais, et justement ça me faisait assez peur, je crois, d'entrer dans quelque chose d'intime, parce que je me disais que dans ce cas-là, j'allais être obligée de dévoiler des choses au niveau émotionnel sur ce conflit finalement qui n'est toujours pas vraiment résolu. Mais à tel point que donc, l'écriture a duré plusieurs années, et à la fin, je savais, au fur et à mesure des réécritures, je savais plus du tout ce que je racontais en fait, et j'en pouvais plus de ce texte. Et vraiment, en fait, c'est mon éditrice qui m'a demandé de lui faire confiance en me disant que elle s'y retrouvait, qu'elle pouvait voilà, y voir quelque chose, alors que moi, justement, j'avais l'impression que ça restait vraiment une sorte de noyau intime, comme ça, de questionnement qui pouvait, à mon sens, toucher personne d'autre que moi-même. Et voilà, j'ai été très surprise quand j'ai entendu quelques échos, voilà, qui me disaient qu'on pouvait peut-être y voir quelque chose de plus vaste que ma propre histoire. Mais c'est vrai qu'à ce jour, il y a une forme comme ça d'inconscience de moi-même vis-à-vis de ce texte qui reste un peu étrange. Alors ça me fait penser à la fameuse phrase au début d'Anna Karénine. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, parce que en y repensant, je me suis dit qu'il avait peut-être parlé un peu trop vite, Tolstoï, quand il disait « Les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon ». Je pense qu'il y a aussi des malheurs familiaux très, très communs, en fait. On peut aussi je pense que vos livres le montrent aussi, on s'y retrouve aussi dans les expériences difficiles, un peu rudes. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase-là, chacun? Je ne sais pas si vous avez une réaction ou pas de réaction. Et la galanterie. Bah oui, mais je ne peux pas non plus. Je vais laisser des blancs. Je crois pas que la question du malheur et du bonheur soit finalement une question si fondatrice des familles. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas en littérature ou dans le romanesque, la question c'est pas tellement de savoir si les familles créent du malheur ou créent du bonheur, ou même si on est malheureux de par sa famille, ou parce que c'est plus mouvant que ça forcément. C'est quand même, j'ai l'impression, plus la question de l'amour reçu ou de l'amour non reçu, ou que la question du bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous pouvez être dans une famille, finalement on peut être très heureux dans une famille qui fonctionne très mal, non? Bah si, je crois, mais J'ai des doutes. non, mais cette idée que ce qui fait une histoire dans une famille, en tout cas, puisque c'est un petit peu votre question, c'est ça, hein, c'est la question de savoir si les membres de cette famille se sentent heureux ou malheureux. Je sais pas, j'ai du mal en fait parce que par exemple, on a tous un peu par expérience personnelle, on sait très très bien que les tragédies, voilà, puis on a tous des tragédies familiales dans nos vies, des décès, des séparations, des gens qu'on revoit plus, qui s'extraient, voilà, qui s'extraient de la famille, sont pas forcément les moments les plus malheureux, par exemple. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, où vous pouvez ressentir un chagrin, mais du coup, il y a une espèce de solidarité familiale qui vous dit que par rapport à la famille, tiens, soudain, c'est un moment heureux, même si c'est un moment tragique. Je suis pas très clair. Voilà, un peu. Alors, à vous. Oui, moi j'ai quelques doutes sur la notion de famille heureuse. Ça me fait penser à un magazine catholique.
Non, mais c'est ça, Je pense Tolstoï que- parlait un peu donc, je vite. pense Comme... que la famille heureuse cache des... Enfin, pourquoi est-ce que les écrivains, les romanciers parlent tout le temps de famille, ils racontent toujours des histoires de famille? Pourquoi est-ce que à travers l'histoire de la littérature, il est finalement toujours question de famille, dans tous les livres qu'on aime? C'est parce que c'est la matrice de toutes les histoires, et surtout de tous les secrets. C'est-à-dire, d'ailleurs, les histoires étant engendrées par les secrets. C'est-à-dire qu'une famille, c'est un peu comme une île, c'est un endroit qu'on ne peut pas quitter. D'ailleurs, les meilleurs romans, c'est les romans qui racontent une sorte de famille dans une île. Ça, par exemple, c'est top. Donc, c'est-à-dire que c'est le Guépard. Pourquoi? Parce que là, vous avez des individus qui sont à la fois, qui s'incarnent, qui existent parce qu'ils sont le résultat de l'histoire de générations précédentes, et qu'on est toujours le résultat de générations précédentes, et qui en même temps sont le résultat ou la résultante des secrets de ces générations précédentes, puisque qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas dire la vérité dans une famille? C'est qu'après, une fois qu'on l'a dite, il faut la supporter jusqu'à la fin des temps. Et donc, c'est une vraie raison de ne pas le faire. Donc, le secret de famille est très légitime, de certaine façon. Et en même temps, il est très toxique. Donc, c'est vrai que ça, c'est pour nous la matrice. Enfin, le matrice, c'est pas un mot que j'adore, mais c'est quand même le noyau de toutes les histoires. La vie même, elle passe par là. Donc, Elisa, une réaction ou pas, hein, vous avez le droit de ne pas avoir de réaction. Moi, je réagirais peut-être sur la notion même de bonheur ou de malheur, dans le sens où en tout cas, quand j'écris des histoires qui se passent au sein de famille, j'ai pas l'impression de réfléchir à ça, en fait, ni de partir d'un point de vue spécifiquement malheureux ou heureux, en fait, mais parce que justement, je crois que tout dépend tellement du point de vue, en fait, et qu'une situation qui peut sembler malheureuse dans l'absolu pour quelqu'un peut en fait être, voilà, on revient là-dessus, mais peut en fait être, enfin, animer des actes ou des actions chez un personnage ou un individu qui le rendent en fait profondément fort et puissant, et qui finalement sont vecteurs de quelque chose de beaucoup plus, enfin, je sais pas, du domaine de l'amour familial qui justement englobe tout. Et puis en tout cas, je crois que c'est le cas dans mes deux romans, où effectivement il y a peut-être une situation sociale de base qui rend les choses moins évidentes, mais et en tout cas chez mes deux narratrices, c'est assez frappant. Chacune a l'impression de devoir se débattre peut-être d'un carcan social ou dans son propre corps, mais en fin de compte, elles se rendent compte que justement tout ce mal-être, en fait, il vient finalement que d'elles-mêmes, parce que si elles arrivent à le recevoir, elles peuvent voir à quel point elles ne sont entourées que de bienveillance et d'amour. Voilà. Vos trois livres sont ancrés, je trouve, dans leur époque. Geneviève Brisac, votre mère, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a voulu être libre et qui en a été un petit peu fatiguée aussi. Vous racontez comment elle apprend à conduire, c'est le début du livre, comment elle apprend à nager, comment elle fume, comment elle fume en conduisant et en nageant, et comment, je vous cite, elle aurait tellement préféré ne pas être une femme, et je vous cite encore, être un mec qui discute avec les autres types. Donc ça, j'imagine que ça répond aussi de son époque. Ça dit quelque chose de sa génération de femmes, en fait. Oui, enfin, peut-être, c'est assez récurrent, comme ça peut revenir toutes les 2 générations. Pourquoi est-ce qu'elle voudrait être un garçon? Pourquoi elle aurait voulu être un garçon? Tout simplement parce que ses parents et son père, pour commencer, auraient préféré qu'elle en fût un. Donc ça, c'est
À l'échelle de la planète, je pense que c'est un genre de cliché très 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 dominant, et la plupart beaucoup de petites filles ont su assez rapidement qu'elles auraient été mieux reçues si elles avaient été des petits garçons. Donc ça, c'était pas du tout propre à ma mère. Ce qui est propre à ma mère, en revanche, alors ça, c'est de sa génération, puisqu'elle est née en 1925. Donc c'est vraiment le côté existentialiste sartrien de son positionnement dans le monde. C'est-à-dire, il n'y a pas de passé, justement, parce qu'on disait, il n'y a pas d'histoire, il ne s'est rien passé avant, je me fais moi-même, je m'invente moi-même, et enfin, les existentialistes, quoi. C'est Sartre et Simone de Beauvoir, c'est pareil, et puis beaucoup d'autres autour, mais c'est cette idéologie, cette esthétique-là. Donc, comme son histoire familiale à elle, et c'est ça que j'essaie de raconter dans le livre, était une histoire très compliquée, tellement compliquée que mon éditeur m'a dit que ça ne pouvait intéresser personne pour rejoindre, puisqu'elle était apatride, fille d'apatride, doublement apatride, c'est-à-dire une mère grecque apatride et un père arménien apatride, et tout ça dans les années 20, donc le produit du chaos des Balkans, dont on subit encore aujourd'hui les séquelles. En plus, sa mère était orthodoxe et son père était catholique arménien, ce qui, à mes yeux, est une nuance infime, mais à leurs yeux était tellement essentiel que leurs deux familles les ont répudiés. Et ce qui paraît, on parle beaucoup de religion en ce moment, sous différents aspects. C'est très difficile d'envisager aujourd'hui qu'une famille catholique arménienne puisse ne pas supporter que leur enfant épouse une orthodoxe. Quoi, c'est tout à fait la même chose, quoi. En fait, non. Et donc, ils se sont carrément... Là aussi, une autre dimension de la famille qui est très bien pour nous, les écrivains, c'est que des si petites choses ont tellement énormes conséquences, c'est-à-dire dénuement, pauvreté, apatridie, plus de ressources, plus de famille. Et donc, la caractéristique de ma mère, c'est qu'elle avait très peur de la misère et de la pauvreté, ayant été très riche et étant devenue très pauvre, et enfin ses familles, disons, et qu'elle voulait la sécurité. Ce qui est un petit peu contradictoire et le contraire de la liberté. C'est pourquoi elle n'était pas si libre. Une belle contradiction là. Christophe Honoré, quand vous découvrez le mot punaisé, quand vous découvrez un peu plus tard votre courrier déchiré sur le pas de votre porte avec des excréments dessus, bien sûr vous êtes troublé, mais le premier réflexe, enfin plus que troublé, pardon, excusez-moi, vous êtes choqué, mais le premier réflexe qui est assez tenace quand même, c'est de penser ce n'est rien. Je vous cite, je serais fou de l'interroger, ce geste anodin. Que vais-je encore m'imaginer? Quel besoin ai-je de ruminer cette histoire? Ce n'est pas une histoire, ça ne fait pas une histoire. Et finalement, ça va faire une histoire quand même. Et vous regardez finalement par-dessus votre épaule et vous questionnez votre passé, vous questionnez un peu, alors je ne sais pas si c'est le bon mot, mais votre militantisme. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout ce que ça réveille, justement, ce message et puis ces deux actes homophobes? Non, cette idée du ce n'est rien, c'est de refuser absolument de soudain occuper la place de la victime, en fait. C'était vrai, et c'est le principe du livre, en fait, d'essayer de résister le plus possible à ça. Et puis, en même temps, oui, c'est ce que disait un petit peu tout à l'heure Geneviève, c'est-à-dire c'est aussi admettre que je m'étais aveuglé, en tout cas que je pensais que ma situation ne regardait en gros que moi et que posait pas tellement de problèmes dans une société comme la société française et pour le coup là, pour dépasser c'est quand même quelque chose, je pense, tous les homosexuels, à partir du moment où on a vécu vous savez, au moment des discussions à l'Assemblée nationale autour des lois sur le mariage homosexuel, tous ces gens qui sont descendus dans la rue,
très convaincus. Enfin, je veux dire, c'est des gens qui n'avaient pas l'habitude de descendre dans la rue, donc qui se sont vraiment sentis soudain menacés. Et c'est de s'apercevoir que pour grand nombre de gens, l'homosexuel est un individu suspect. Et qu'il est d'autant plus suspect que il a des enfants autour de lui. Que ce soit ses propres enfants d'ailleurs, ou les enfants des autres, puisque toute la question de l'homophobie particulière en fait que ressentent les parents homosexuels, que ce soit les homosexuels ou les lesbiennes, c'est toujours sur cette idée de l'enfant. Et on le voit encore aujourd'hui quand on parle de la PMA, etc., de la GPA, c'est cette idée qu'il faut protéger les enfants de ces gens-là. Et donc forcément, quand vous êtes vous-même père de famille, du coup, ça vous interroge beaucoup sur vos rapports à vos propres enfants, sur comment Enfin, vous le sentez bien, de toute façon, vous le sentez bien qu'à l'école, si votre fille propose à certains enfants de venir passer le week-end, pour certains, il y aura toujours 12 000 raisons pour ne pas venir. Et donc, ce n'est rien, c'est quelque chose où on se protège un peu, c'est une espèce de bulle, en fait, on se dit, ouais, c'est pas très grave, chacun pense ce qu'il veut, et jusqu'au moment, en fait, où on s'aperçoit qu'on est ciblé. Et que donc, c'est quand même une manière de lâcheté que de ne pas répondre. Moi, je sais que si j'ai écrit ce livre, et vraiment, je pense pas que ce soit un livre de témoignage, parce qu'après, j'en fais une construction quand même littéraire et romanesque. Mais c'est cette idée à un moment de pas laisser le terrain uniquement à ceux qui n'y connaissent rien, en gros, et qui et d'essayer d'exprimer en fait quelque chose de plus complexe, quoi, de plus subtil, et puis aussi de s'interroger soi-même, parce que en tant qu'homosexuel, ou lesbienne, hein, quand vous devenez père ou mère, vous avez affaire justement à ce climat de suspicion un petit peu d'une société hétérosexuelle, mais par rapport aux gens qui vous ressemblent, aux homosexuels ou aux lesbiennes, vous êtes aussi un traître, dans un sens. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous alliez mimer une vie hétéronormée, alors que toutes les luttes ont été pour s'affranchir de ça et pour pouvoir affirmer qu'on pouvait être homme et femme hors de ces cadres-là. Et hors de la famille, surtout, parce que vous ramenez du familial, en fait, sur un terrain où sur les luttes contre la discrimination homophobe, en fait, la famille est toujours quand même, pour le coup, enfin, c'est souvent l'affranchissement de la famille qui est à l'origine, on va dire, des combats homosexuels. Donc, du coup, ça vous place vraiment quand même à un endroit où vous êtes... où vous êtes vite cerné, quoi. Geneviève, vous vouliez réagir à ce que Oui, je pensais que c'est Christophe. très intéressant, cette notion de suspicion et de place occupée ou pas, et qu'au fond, on pourrait le comparer. Moi, quand j'ai eu des enfants, j'étais une militante féministe. Et quand vous décidiez d'avoir un enfant, vous étiez une militante féministe, de la même façon, les camarades des groupes féministes trouvaient que franchement c'était lamentable. Et à l'inverse, les femmes pas féministes pouvaient s'inquiéter tout à fait de la manière dont une féministe et intellectuelle de surcroît, parce que la question des intellectuels vient se mettre à cet endroit-là aussi, allait tellement mal s'occuper d'enfants, puisqu'ils n'y connaissaient rien, qu'elle ne savait pas comment faire. Et moi, j'ai toujours eu un certain plaisir, je reconnais littéraire, à mettre en évidence à quel point, effectivement, alors que je me suis toujours énormément intéressée à l'enfance, littérairement parlant, savoir comment on doit faire avec les enfants, c'est une source de doute constant, permanente et indéfiniment renouvelée. Et donc ça, c'est un peu pareil et c'est assez sauf que Christophe, lui, on a eu beaucoup de discussions là-dessus, a toujours su comment élever les enfants, contrairement à moi. Et donc, donc c'était effectivement une grande source très intéressante de discussion, parce que moi, je savais pas et lui, il savait. Et c'était un bon lieu Et par rapport à ma mère, pour revenir au sujet du livre, ma mère était contre les enfants, donc effectivement, Elle était contre beaucoup de... Elle était contre à peu près tout, voilà. Mais
Contre les Elle gens. n'avait pas forcément tort d'ailleurs, mais et contre les enfants d'ailleurs, elle n'avait pas forcément tort non plus, parce que c'est vrai qu'avoir des enfants est une grosse entaille dans le pacte de liberté qu'un individu noue avec le monde. Mais ce qu'elle aurait pu éviter de faire, disons, c'est de nous bassiner avec ça, parce que c'est vrai que quand vous êtes un petit enfant et qu'on vous répète que vraiment, quand le parent dit qu'il voulait vraiment pas d'enfant, c'est vrai que ça, c'est pas très encourageant, quoi. Voilà. Donc, En effet. Ça développe l'humour, en revanche. Oui. Elisa, à travers l'histoire de cette famille et des 3 générations qu'on a dans votre roman, vous ressaisissez un pan de l'histoire qu'on découvre d'ailleurs en vous lisant entre la Corée et le Japon. Et la démarche de Claire d'accompagner ses grands-parents revoir la Corée fait rejaillir finalement une histoire très lointaine, très ancienne, des décisions importantes que ses grands-parents ont prises. Et on lira d'ailleurs un extrait tout à l'heure. Et cette histoire, elle s'incarne très bien dans le pachinko, donc qui fait le titre de votre livre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le pachinko et en quoi il incarne cette histoire aussi entre la Corée et le Japon? Oui, alors un pachinko, c'est une machine qui ressemble à un flipper, mais verticale. Ce sont des centaines de billes en fait, qui giclent du sommet de la table et qui rebondissent sur une série de plots avant de sortir par une série de trous, et le nombre de billes qui apparaît dans telle sortie en fait, est proportionnel au gain qu'on peut obtenir. Et la particularité de ces machines, c'est que ce ne sont pas des machines à sous au sens propre du terme, parce que ce qu'on peut gagner, ce sont des babioles comme du dentifrice ou du chocolat, des choses comme ça. Et ce que je trouvais intéressant, c'est que paradoxalement, l'industrie du pachinko au Japon, et jusqu'à il y a quelques années en Corée, était l'une des plus importantes au niveau de l'économie nationale du Japon. Ça draine vraiment il y a plusieurs centaines de milliers d'établissements. Parce que, en fait, officiellement, les jeux d'argent sont interdits, mais on peut choisir d'échanger ces petits gadgets qu'on reçoit contre de l'argent à l'extérieur de l'établissement sous couvert d'anonymat. Donc, il y a toute une sorte d'hypocrisie autour de ce système qui est en fait très bien ancré depuis des décennies et qui fait fonctionner notamment toute la communauté justement coréenne au Japon, parce que ce sont eux qui ont inventé le jeu dans les années 50, quand ils sont arrivés massivement pour fuir la guerre de Corée. Et c'est vrai que c'était en ça que ce jeu m'interpellait, parce que et c'est aussi en quoi ce sujet je pourrais même dire m'effrayait un peu, et qui a fait en sorte que j'écrive, que j'ai autant de peine à écrire cette histoire. C'est parce que il y a beaucoup de zones d'ombre en fait autour de cette histoire-là encore aujourd'hui, puisque finalement les relations, la communauté coréenne au Japon est encore très honnie, et en même temps parce que justement elle a cette image assez négative de mafia en fait qui gère toute cette industrie-là. Alors que finalement, elle n'a jamais eu vraiment le choix que de faire autre chose, puisqu'il y a tout un système d'exonération de taxes pour les Coréens, alors que les Japonais devraient payer des taxes vraiment, tellement grandes que finalement, il y a un peu plus de 90% des gérants de pachinko qui sont aujourd'hui encore des Coréens. Et ce qui m'intéressait, je crois, dans l'histoire que j'ai développée, c'était d'étudier les répercussions entre justement finalement le poids d'une histoire ou de destins qui ont été forcés par la grande histoire, à savoir bien sûr la guerre de Corée, la séparation des deux Corées, l'occupation japonaise, mais finalement aussi
d'étudier la question du libre arbitre, en fait, et dans le sens où c'est vrai que les grands-parents, dans mon histoire, gèrent un pachinko depuis les années 50. Donc ils font vraiment partie de cette génération qui est arrivée au Japon dans les années 50, qui s'est débrouillée comme elle a pu dans cette industrie-là. Mais du point de vue de la petite fille qui, elle, a grandi en Europe et qui va les retrouver, se pose la question mais pourquoi, finalement, vous avez... À défaut de faire autre chose, pourquoi refusez-vous de vous intégrer dans ce pays? Ce qui passe beaucoup par la question de la langue, puisque elle a appris le japonais pour pouvoir parler avec ses grands-parents et de manière plus vaste avec les gens du pays dans lequel ils vivent. Mais eux lui reprochent de parler cette langue-là parce que pour eux, c'est encore la langue de l'ennemi. Donc en fait, ils se maintiennent eux-mêmes dans cette réclusion culturelle et sociale. Et là, j'avais envie d'explorer un peu ce poids justement de ce qu'on transmet malgré soi aux générations d'après. Peut-être un peu à l'image de ces billes justement qui, de manière cyclique, finalement, jaillissent d'un endroit et rebondissent de manière plus ou moins hasardeuse. Mais est-ce vraiment encore du hasard? Enfin voilà, c'était un peu les questions qui m'interpellaient et qui me semblaient être assez bien représentées par cette image du pachinko. On va justement reparler des histoires de langue et de littérature, parce que la littérature et les enjeux de langue chez vous, Elisa, sont présents dans vos livres. Geneviève Brisac, votre mère était écrivain. C'est d'ailleurs votre plus ancien souvenir d'elle, votre mère tapant à la machine, et j'imagine que ça peut provoquer autant de complicité que de complications, puisque vous l'êtes aussi écrivain. Est-ce que vous avez dû vous situer par rapport à ça? Comment ça s'est passé? Parce que votre mère, vous racontez qu'elle s'enfermait dans l'écriture, comme elle s'enfermait enfant dans les livres, et peut-être que c'est pas vous, votre conception de la littérature. Comment vous vous êtes placé? Oui, ma mère donc écrivait des séries télévisées, en fait. C'est-à-dire qu'elle écrivait des feuilletons pour la radio et ensuite pour la télévision, donc exactement des séries policières. Et ça l'amusait beaucoup. Alors elle travaillait énormément. Elle travaillait dans l'appartement. Et il y avait une porte vitrée qui séparait le salon où elle travaillait et le reste de l'appartement. Et cette porte vitrée était, comme souvent dans ce genre d'appartement, était des vitrées opaques en fait. Et donc évidemment on n'avait pas du tout le droit d'entrer. Donc je pense que cette image de la porte vitrée mais néanmoins opaque et qu'on n'a pas le droit de franchir définit assez bien, et derrière laquelle on entend le tic-tac de la machine, définit assez bien le genre de relation qu'on pouvait avoir. Alors les livres sont présents, c'est-à-dire mes sœurs et moi. Les livres sont aussi présents chez vous, Christophe Honoré. Il y a une belle scène avec votre bibliothèque et je voulais vous demander d'en lire un extrait. J'ai mis des petites encoches, j'espère que l'extrait n'est pas trop long, mais pour situer... voilà, pour finir la rencontre. Donc, en fait, après le moment où vous retrouvez donc ce courrier déchiré avec une merde de chien dessus, et dans ce courrier, il y avait le journal de Gide, en fait, auteur homosexuel. Vous allez devant votre bibliothèque, en fait, et puis vous commencez à retirer des livres de cette bibliothèque. Donc, est-ce que vous pouvez lire un passage, vous le raccourcir, faites comme vous voulez. C'est très étrange que
sur votre livre, vous avez biffé certaines phrases, c'est-à-dire que vous m'avez corrigé après coup. Non, ça ne veut pas dire ça. Excusez-moi. Je vous embête. C'est étrange. Alors, j'ai enfermé les 118 livres dans une valise et un grand sac de sport. La valise n'a pas de roulette et quand je m'empare de la poignée, elle me reste dans les mains. Je dois la charger sur mon épaule, là où la sangle du sac de sport frotte et pèse déjà sur ma peau. Ainsi harnaché, il est impossible de rentrer dans l'ascenseur, il faut prendre l'escalier. C'est une torture, marche après marche. Je cale à chaque palier ma hanche contre la rampe pour me soulager un peu du poids, je m'essouffle, mais je ne cède pas. C'est un jeu dont je dois respecter les règles. Je joue le jeu. Parvenu au rez-de-chaussée, il faut prendre la direction de la porte qui mène aux caves et descendre de nouveau un étage. Je pourrais tout balancer depuis le haut de l'escalier vers la terre battue du sous-sol, mais je tiens à vivre chaque moment de mon calvaire. Les marches sont étroites, rendues glissantes par l'humidité, je suis prudent, j'ai mal aux genoux, au cou. J'avance maintenant vers la porte de ma cave. Elle est verrouillée par un cadenas que j'aperçois et je me souviens, il est un numéro et je me souviens, je ne sais plus lesquels. Je ne vais pas me mettre à chercher ça ce soir, prenons-le comme un signe, mes livres n'ont rien à faire ici. Il ne s'agit pas de les dissimuler à ma vue, ni de les conserver sous mes pieds, il s'agit de s'en débarrasser. Alors demi-tour, reprenons le petit escalier, sortons des caves et direction la rue. Valise et sac, l'effort réclamé en lutte permanente contre la douleur. Avenue Parmentier, la nuit est là, peu de voitures. Je n'ai aucune idée de l'heure qu'il peut être, mais pas une seule poubelle ne traîne sur les trottoirs. Le camion est déjà passé. Je m'appuie contre la vitrine de la pharmacie. Si j'abandonne ma valise et mon sac près du parking à Vélib, ils risquent d'être éventrés. Les gens les fouilleront. Mes livres n'intéresseront personne. Ils seront dispersés sur le bitume, aux yeux de tous. Or, je ne dois pas m'exposer. Il s'agit d'être discret, de n'incommoder personne. Il s'agit d'être radical. Je suis une mule heureuse qui descend la rue du Faubourg du Temple. Je sais où je vais, sur les berges du canal Saint-Martin. Je vais les noyer. Je suis fier de ma résistance physique. Je me prépare à être bientôt récompensé. Et une jeune fille que je croise, qui ne m'a pas vu, concentrée sur son téléphone, me bouscule et s'excuse, et de la main touche mon épaule pour répéter qu'elle est désolée. Et je perds l'équilibre, trébuche, entraîné par le poids de la valise qui s'effondre sur le trottoir tandis que je m'étale à mon tour. La fille a poussé un petit cri, elle se penche vers moi, tient à m'aider, veut me relever, mais je lui gueule de dégager, que c'est une folle, j'ai pas besoin de son aide, qu'elle se tire avec son téléphone de merde puisqu'elle ne regarde pas où elle va. Et comme je gueule vraiment fort et qu'il n'y a personne d'autre que nous dans la rue, elle se sauve en me traitant de connard. Je me suis assis sur les marches du Palais des Glaces, j'ai traîné jusque-là la valise et le sac, je peine à récupérer mon souffle. Mon corps est comme tranché par l'énervement, l'alcool et la souffrance, je suis trempé de sueur. Avec la fatigue, ma tête se remplit de chansons, et c'est Michel Sardou qui s'impose. Ne m'appelez plus jamais France. Et cela devrait me faire rire, mais je m'écoute avec attention, m'attache démesurément aux paroles. J'interprète chaque mot comme une sage révélation. La France, elle m'a laissé tomber. Cette chanson en boucle ne s'est pas mise à régner dans ma tête pour me faire gagner du temps. Elle ne retarde pas ma mission, elle la révèle. Il n'importe pas que le temps s'amasse sur ce bord de trottoir, il me faut raisonner. Je m'écoute et je me comprends. Michel Sardou m'instruit. Je me relève, je suis décidé, je vais reprendre ma route, mais pour remonter chez moi. Ces livres m'appartiennent, ils me portent, ils ne m'ont pas laissé tomber. Merci. Vous dites, je me suis comporté comme un coupable qui devance sa peine, juste un petit peu avant ce passage. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé là, les sentiments qui vous ont habité par rapport à ces livres? Non, mais cette scène, elle est un peu particulière, comme vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que je me pose la question de la transmission. Qu'est-ce que je vais transmettre à ma fille? Et à un moment, je me retrouve face à ma bibliothèque et je m'aperçois qu'elle est, comment dire ça? Elle comporte énormément d'ouvrages d'écrivains homosexuels. Et donc, je me dis, je sais pas comment dire ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de prendre au sérieux ce qu'on me reproche. Tout simplement, en me disant, est-ce que effectivement un père homosexuel transmet quelque chose de douteux à ses enfants, et donc bon là, comme je ne sais pas lire, ça ne se rend pas compte, mais c'est une scène assez grotesque, quand même assez ridicule, où du coup je prends la décision de débarrasser de ma bibliothèque tous les auteurs homosexuels, et comme il y en a énormément, en fait, ça remplit des valises. Et mais en fait, évidemment, derrière le côté
côté un peu grotesque de la scène et un peu drôle, c'est au fond ce qu'on nous demande. Au fond, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous commencez à discuter avec des gens sur cette question de former une famille en tant qu'homosexuel, vous dites d'accord, mais il va falloir, je sais pas comment, il va falloir vous nettoyer un peu, en gros. Et ça passe aussi par cette idée-là que il y a quand même, vous savez, c'est ce truc où les gens ont toujours quand même l'idée que l'homosexualité est un truc un peu contagieux. Enfin, qu'on peut contaminer. Et qu'on peut contaminer, du coup, des enfants, des jeunes gens. Et donc, à un moment, je m'interroge. Je me dis, pour être un bon père, en fait, il faut que je sois un père débarrassé, en fait, de mon identité homosexuelle. Et notamment culturelle. Ce qui est complètement stupide, parce que la plupart des écrivains qui sont là, qui sont cités dans ce livre, sont des très grands écrivains, et je suis sûr qu'ils se retrouvent dans la bibliothèque de Geneviève-Brisac n'est pas un exemple, mais ou dans la bibliothèque d'Elsa, c'est-à-dire, vous voyez, et qui seraient aussi suspects que moi. Je ne comprends pas du tout cette phrase. Mais en fait, forcément, quand vous êtes homosexuel et que vous commencez à projeter d'avoir un enfant, c'est dur de viser autre chose que d'être exemplaire et absolument insoupçonnable, justement. Et c'est là où vous devancez le procès qu'on va vous faire. Et ça devient d'ailleurs des fois un peu flippant, en fait. Les mères lesbiennes ou les pères homosexuels ont un côté chevalier blanc, enfin je sais pas comment dire ça, vous voyez, qu'ils sont tellement exemplaires que... J'allais dire, c'est presque ça qui poserait le plus de problèmes, c'est qu'ils sont un peu trop des parents parfaits, parfois. Geneviève, vous vouliez réagir? Oui, je réfléchissais en écoutant Christophe et je me disais que c'est une très belle scène. Une très belle scène, très forte, avec énormément de couches de sens superposées, d'émotions et de sensations superposées. Et le narrateur aurait pu aussi brûler ses livres, par exemple, lui-même, puisque les autres seraient prêts à les brûler, autant le faire soi-même. Et c'est-à-dire qu'il y a ce côté, je vais prendre moi-même des mesures pour me mutiler, me censurer, m'interdire des choses. Et de ce point de vue-là, nos 3 livres, c'est intéressant que ce soit sous le signe de la famille, parlent de ça, de la manière dont des minorités dominées ou brutalisées vont s'approprier elles-mêmes les stigmates de leur persécution. Dans le cas de ma mère, c'est le fait de ne pas vouloir être cette personne arménienne, apatride, parce qu'elle veut pas transmettre ça à qui. Il y a aussi ce côté de pas vouloir transmettre aussi. C'est dans le cas d'Elisa aussi, on voit bien que ses grands-parents coréens, ils sont arc-boutés autour de leur identité et ça, c'est très bon pour la littérature en fait dans tous les cas. Et je pensais, puisque ma partie de ma famille est juive, je pensais que c'est exactement la même chose de ce point de vue-là avec des rescapés, disons, du génocide qui ne voulaient pas transmettre à leurs enfants cette souffrance-là, ce malheur-là, et c'est exact. Moi, je vois vraiment aucune différence. Il y a une façon d'à la fois être fier et à la fois percevoir ce qu'il y a de souffrance qu'on ne veut pas transmettre à ses enfants, qui est le paradoxe à l'intérieur même duquel se met l'écriture et la littérature. Et dans le cas de Christophe, évidemment, c'est particulièrement comique, vu que toute son œuvre, depuis son premier livre pour enfants, Tout contrôler ou parle d'homosexualité, c'est vrai que, masquer les yeux de sa fille est une entreprise à peu près
insurmontable. C'est comme. Et alors moi, dans le cas, dans mon cas, il y a un exemple qui est un petit peu du même ordre. Moi, il se trouve que j'ai été très malade, j'ai eu une très grave anorexie quand j'étais adolescente, et la question de masquer cet épisode très cruel de ma vie à mes enfants était tout à fait une vraie question. Sauf qu'en fait, les enfants, ils en savent beaucoup plus long sur vous que vous-même. Donc en fait, il ne faut surtout pas se casser la tête. Alors, vous le disiez déjà un petit peu, Elisa, dans votre livre, les histoires de famille sont des histoires de langue, et on se rend compte à quel point la langue porte d'immenses enjeux affectifs, en fait. On comprend bien que parler telle ou telle langue, ça peut représenter quelque chose d'intime, mais aussi de politique. Et là aussi, je vous propose de lire un extrait. Bon, là, pareil, hein, s'il y a des choses biffées, ça ne veut pas dire que c'est mal écrit. Ça veut dire quoi? Voilà. C'est ce que vous préférez. Nous nous asseyons sur un banc, goûtons au beignet. Une famille de daims s'approche de nous. Ma grand-mère leur donne sa portion. Ils se chamaillent. Elle leur en distribue directement depuis le sachet. Je lui dis qu'il ne faut pas nourrir les animaux sauvages. Elle rétorque que les beignets sont devenus pâteux et que les daims ont faim. Mon grand-père me fait signe d'abandonner. Nous la regardons faire. D'autres daims s'approchent. Entre chaque tournée, elle leur chatouille la tête, ravie. Nous mangeons dans un restaurant d'anguilles. Contre le mur, des affiches de vedettes de sumo. Le grand tournoi vient de se terminer à Tokyo. Un panneau indique le score des matchs. Un homme seul avale une soupe. Un jeune couple d'Américains termine son repas, se lève, nous jette un coup d'œil et s'en va. Je prends de l'anguille sur du riz. La chair est sucrée, c'est bon, ça fond. Plus tard, mon grand-père fume sur le balcon de notre chambre. Je le rejoins. Les dernières traces de soleil luisent derrière la porte aquatique. Hiroshima dans l'ombre, au loin. Nous observons la navette ramener dernier touriste et pendulaire de l'autre côté de la rive. « Ne te sens pas obligé, me dit-il. Il parle en japonais. Je le regarde. Son front est plissé. Une immense fatigue semble engourdir ses gestes, sa respiration. Il me dit que ce voyage risque de ne pas se passer comme je l'imagine. J'aimerais lui dire que je n'imagine rien. Il continue, de longues pauses entre chaque phrase. Quand la Corée a été divisée, notre nationalité était encore celle de la Corée unifiée. On l'appelait Choson. À la séparation, le gouvernement japonais nous a autorisés à conserver l'identité coréenne, mais il fallait choisir entre le Nord et le Sud. Beaucoup ont choisi le Nord pour leur famille, ou alors parce qu'ils estimaient que le Nord était plus proche des traditions de notre pays. On ne pouvait pas savoir comment la situation évoluerait. Ta grand-mère et moi avons choisi le Sud parce qu'on venait de Séoul. C'était l'unique raison. On ignorait tout du reste. On ne savait rien des raisons politiques, la guerre froide, la Russie, les États-Unis. Pour les Coréens du Japon, il n'y a jamais eu de Nord ni de Sud. Nous sommes tous des gens de Choson, des gens d'un pays qui n'existe plus. Il s'arrête, puis il dit « Il nous reste une langue.
En japonais, je dis que je regrette de l'avoir oublié. Si ma mère n'était pas partie, si j'étais née ailleurs qu'en Suisse, il m'interrompt. Il me demande de ne pas critiquer le choix de ma mère. Ils ont fui la Corée pour qu'elle puisse naître dans un pays libéré de la guerre. Il a toujours haï le shiny. Mais ma mère a grandi. Ensuite, elle a voulu partir, et elle l'a fait. Il ne pouvait pas espérer mieux pour elle qu'une vie vécue selon ses propres choix. Il me regarde avec affection, dit que maintenant, je suis là. Je me sens rougir. Nous restons côte à côte. Mon grand-père a rallumé une cigarette. La fumée enveloppe son visage d'un halo que le vent dissipe aussitôt. Après un moment, je lui dis que je ressors. Je vais marcher un peu. Merci. C'est un des passages les plus beaux du livre. Il nous reste une langue, comme si finalement leur Corée ne se matérialisait plus que dans cette langue, finalement. J'ai l'impression que, oui, disons, une langue peut porter tellement de choses de ce que constitue, de ce par quoi est constitué un individu. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus fort quand justement il s'est passé à un moment donné un exil. Et peut-être la langue et la nourriture, c'est d'où le fait que la nourriture soit aussi très présente. Ce sont deux éléments qui sont très 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 forts parce que d'ailleurs on en revient à la mère, mais ce sont les deux éléments par lesquels on vient à la vie et qui nous maintiennent en vie et au lien maternel en fait depuis qu'on est tout petit. La nourriture et la langue maternelle. Et je crois que dans le cas de ces grands-parents-là, finalement, l'idée, si la petite fille rêve de les emmener revoir leur pays maternel avant qu'ils ne meurent parce qu'ils sont très vieux et tout ça, finalement, c'est en fait un fantasme pour elle qu'elle a parce qu'elle ne peut pas s'imaginer. Je crois que finalement, cette notion de pays maternel est complètement différente chez ses grands-parents parce que finalement, à quoi il correspond quand au niveau géopolitique c'est plus rien et que finalement ils sont probablement encore moins chez eux dans la Corée contemporaine qu'au Japon où finalement tant bien que mal ils se sont quand même créé une place depuis très longtemps et en fait effectivement peut-être la seule chose qui unit encore d'ailleurs aujourd'hui les deux Corées, c'est une langue qui d'ailleurs, c'est même plus vraiment le cas puisque au fil des années, les deux idiomes finalement deviennent de plus en plus différents, mais officiellement c'est quand même encore la même langue. Et ça c'est une chose que j'ai entendue de la bouche de beaucoup de Coréens partout dans le monde, qu'en fait il y a vraiment une notion identitaire qui est demeurée très très forte liée autour de cette langue-là qui a elle-même une histoire en plus un peu particulière dans le sens où par exemple l'alphabet a été même délibérément créé pour permettre au peuple coréen de s'émanciper de l'hégémonie culturelle chinoise à une année particulière par des linguistes qui ont vraiment essayé de créer tout un système. Donc c'est pas une langue qui a comme ça une histoire. Bien sûr, elle en a eu, mais qui a évolué aux aléas selon les aléas de l'histoire, mais qui a vraiment une date de naissance et à partir qui réunit tout un peuple, toute une culture. Donc, je pense que dans l'imaginaire populaire coréen, c'est quelque chose de très fort encore, quelle que soit la politique contemporaine du territoire. Finalement, c'est peut-être surtout Claire qui veut voir la Corée. C'est un peu ça la fin du livre, finalement. Le vrai désir, c'est le sien. Oui, toute la question de ce qu'on porte malgré soi ou de ce qu'on croit porter justement du poids familial. Et c'est vrai que dans cette scène, on se rend bien compte qu'en fait, tout ce qu'elle croit devoir faire, ce n'est qu'elle qui se l'impose, parce qu'en fin de compte, son grand-père ne lui en veut pas
d'être né en Suisse, et bien au contraire. Donc, effectivement, c'est peut-être la question de comment se libérer de ce poids-là, ou enfin, est-ce qu'on peut s'en libérer d'une part, mais après ce qu'on en fait, et peut-être que pour elle, ça passe par le besoin d'aller sur cette Corée qu'elle ne connaît pas, ou qu'elle ne connaîtra peut-être pas, mais en tout cas, en se libérant d'un sentiment de responsabilité vis-à-vis de ses grands-parents, qui finalement sont quand même des grandes personnes responsables. Alors avant que la rencontre se termine, je ne voudrais pas manquer de vous proposer, Geneviève Brisac, de lire vous aussi un passage de votre livre, un chapitre peut-être, parce qu'ils sont assez courts. C'est l'histoire, le chapitre s'intitule « L'histoire du lionceau ». Juste avant de faire cette petite lecture, je voulais juste dire à Elisa que quand même, c'est vrai que ce qui est beau, c'est qu'il y a une littérature et un cinéma coréen magnifique, et donc, comment dire, sublime et transcende ses pertes et ses disparitions. Merci. Donc, histoire du lionceau. Jamais ma mère ne parlait de personne humaine. Mais le lionceau, oui, je le connais. C'est un lionceau congolais, nommé Brutus, offert à une petite fille grecque de 5 ans qui dut quitter sa ville d'Athènes en 1901 pour vivre sous le triste ciel d'Anvers. 5 ans, ou bien un peu plus. La petite fille se nomme Evangelina. C'est ma grand-mère. Elle adore son lion, le nourrit au biberon. Le malheur, c'est qu'il grandit trop vite. Il faut le donner aux eaux, et c'est une séparation déchirante. Les années passent. Nous sommes à Anvers, en 1908. Le consul s'est logé une balle dans la tête. Il y a été contraint, dit-on, à cause de ses dettes de jeu. Buveur, coureur de jupons, mais surtout joueur impénitent. Léonidas Metaxas, le père d'Evangelina, ma grand-mère, met fin à ses jours pour ne pas affronter le déshonneur d'une dette. Ou alors ce sont les spasmes qui ne cessent d'agiter les marches de l'Empire ottoman et le royaume des Hellènes qui l'atteignent d'une manière que nous ne savons pas. Avant 1908, malgré une crise financière chronique, la Grèce s'est fait accepter dans une union latine qui lui permet de faire des affaires avec la Belgique, la Suisse, la France et l'Italie. En 1908, elle en est exclue pour avoir tréché. En 1908, bref, Léonidas est mort, de ne plus savoir de quoi l'avenir serait fait, de ne pas avoir d'avenir et d'être déshonoré. J'imagine les salons du consulat désertés, les baronnes choquées, la grande bourgeoisie belge scandalisée, l'immigration grecque horrifiée, ragots et médisances pleuvent sur les Métaxas. Helena Poulos, la très jolie veuve, doit rembourser les créanciers. Elle serre les dents, elle rembourse tout. Désormais ruinée mais digne, dans ses dentelles noires, elle doit vivre sous la protection de son beau-frère, le frère aîné de Léonidas, Démétrios Métaxas, ambassadeur de Grèce à Rome et fidèle serviteur du roi Georges. Démétrios l'emmène quelque temps vivre à l'ambassade de Grèce à Rome avec les 2 orphelins. Evangelina a 12 ans et Takis, son petit frère, un peu moins. Leur mère, Helena Poulos, revient vite en Belgique. Elle s'installe à Bruxelles. Mais la jeune Evangelina est trop jolie pour vivre à l'ambassade de Grèce à Rome. C'est ce que pense l'épouse de Démétrios, à ce qu'on dit. Dans les légendes de l'Olympe, que vénère ma mère, la signora Métaxas, c'est Héra, la jalouse. Et Evangelina, c'est Aphrodite, la terriblement belle, la séductrice de Paris, la croqueuse de pommes. Takis, le petit frère, reste à Rome. Il sera italien, puis il sera anglais. Il sera l'oncle inconnu. Mais le lionceau n'a-t-il pas été offert à Evangelina pour la consoler de la mort de son père, le consul, le très beau Léonidas Métaxas, son père, si fier avec ses fines moustaches, son bel uniforme? De Léonidas à lionceau, il n'y a qu'un pas, dit la voix qui exagère. Mais qu'il soit de 1901 ou de 1908,
Un lionceau grandit toujours trop vite. Un arrachement est toujours irréparable et souvent il se superpose. Chagrin de ma grand-mère, chagrin du lion, qu'il soit de 1901 ou de 1908, pour oublier Athènes ou la mort de son père, c'est comme une métaphore qui a avalé la réalité, comme si cette année avait été gommée. La légende veut que le lion Brutus soit mort de chagrin. Evangelina, elle, apprend la dure loi des petites filles riches. Elle vivra. Et de Léonidas Métaxas, plus personne ne parlera jamais, ni de cette année 1908, funeste pour lui et les siens, tandis que pour d'autres, des espoirs naissaient de la révolution des jeunes Turcs qui ébranlait l'Empire ottoman. Dès qu'elle arrive dans une ville inconnue, ma mère visite le zoo. Elle va à la rencontre des lions, des tigres, des singes, des girafes et des éléphants. Moi, je me dis que les animaux, même en cage, transmettent un sentiment d'éternité, loin des défaites et des humiliations. Merci. Je vais lire la première phrase du chapitre suivant. C'est pourquoi sans doute nous ne ratons jamais un spectacle de cirque. En vérité, nous accompagnons ma mère. Et ce que je trouve très beau dans ce passage, c'est aussi comment le passé se dépose, comment on retrouve toute une mémoire dans un geste, dans une habitude du quotidien finalement, une espèce d'ombre portée comme ça du passé. Aller au zoo. Je crois qu'on arrive au terme de cette rencontre. Il faut que je vous précise que les 3 auteurs qui sont là sont disponibles pour signer vos livres dans une salle qui se trouvera juste là-bas. Donc profitez-en et je vous remercie infiniment tous les 3 de votre parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup.